moi, soldat, j'ai accepté ton caprice pour ta dernière vidéo parce que ça parle de fesses, et une valeur sûre pour mon compte en banque. Mais il va falloir rétablir un rapport avec notre belle France pour la prochaine, hein. À vrai dire, je comptais parler de la création du manga et de son évolution. En France? Mais tu l'as déjà fait, mon petit. Tu radotes. Non, dans le monde. Enfin, surtout au Japon, quoi. Tu déconnes? Tu veux dire quoi sur ça? Donc ouais, c'est les BD japonaises en noir et blanc qui se lisent à l'envers? Bon, sauf pour elles, puisque nos belles éditions françaises ont bien compris que c'était stupide. Et où les bridés préfèrent se faire des grands yeux. Tu les bloques, soldat. Désolé, mais vous êtes allé trop loin. Il est temps d'en faire taire certains. On est quand même mieux comme ça. Le manga. Si certains pensent à de simples divertissements, à des œuvres psychologiques ou à les paires de boobs de se tramanant ici et là, il est important de se rappeler de leur histoire commune. Alors pour ceux qui l'auraient oublié ou peut-être même jamais apprise, nous allons faire un petit bond dans le temps. Tout commence à l'époque de Kamakura, soit durant le début du premier millénaire après le petit GG international. La mode est alors à l'emaki, qui est un rouleau se déroulant de droite à gauche et proposant une peinture horizontale narrative, souvent réalisée par la cour impériale. Sauf que la cour impériale, Mioe ne l'aime pas trop. En tant que moine bouddhiste connu et réputé pour sa grande beauté et sa consécration totale à la religion et son développement, il quitte celle de Kyoto, dégoûté par la corruption y régnant. Il produira alors un emaki, critiquant les puissants et leur hypocrisie à la manière de La Fontaine, c'est-à-dire sous forme animale pour ne pas avoir à subir de représailles. En ayant tout de même 5 siècles d'avance sur Jean, l'homme visionnaire. Pour vous représenter l'ampleur de l'esprit rebelle de Mioe, il s'est aussi tranché une oreille pour pouvoir rétorquer, entre autres aux fameux courtisans, qu'en voyant son visage désormais meurtri, elles verraient le reflet de leur âme. Ce qui n'a pas grand chose à voir avec notre sujet, mais qui reste foutrement badass. Et s'il semble difficile de le considérer en tant que premier mangaka avec une œuvre s'éloignant trop de ce qu'on peut lire aujourd'hui, gardez-le tout de même dans un coin de votre crâne. Les siècles ont passé et on se retrouve désormais à l'ère Bunka, soit précisément en 1814. Lassé de peindre des femmes en plein débat sexuel avec des créatures sous-marines, Hokusai se lancera dans la création d'un carnet assemblant plusieurs de ses croquis. Suite au succès de celui-ci, il en fera 14 autres. Représentant des scènes du quotidien, la faune et la flore ou même du surnaturel, il les nommera manga. N'ayant ni texte ni histoire, l'intérêt est purement artistique, bien que doté d'un sens de lecture. En effet, les croquis ne sont pas placés n'importe comment, et selon le souhait de Hokusai, on les découvre de droite à gauche et de haut en bas. Je suis sûr que vous commencez à voir où je veux en venir. L'artiste est une renommée mondiale, qui inspira entre autres Picasso et Van Gogh. Qui aurait mieux fait de ne pas tant s'inspirer des japonais, parce que le coup de l'oreille, ça va bien là déjà. Mais qui ne popularisera pas pour autant le manga. En effet, il faut attendre plus d'1 siècle pour que tout s'accélère. Le 2 septembre 1945, le Japon annonce sa capitulation sans condition. Les deux bombes ont laissé un archipel dévasté, ayant par la même occasion grandement porté atteinte au divertissement et à son accessibilité. Le cinéma, le théâtre ou la télévision ont été anéantis par ce que l'on pourrait appeler les décennies les plus sombres du Japon. Et c'est justement dans ce genre de période difficile que le rêve prend toute son importance. C'est ainsi que le jeune Osamu Tezuka, alors âgé de 18 ans, fait paraître Machan no Nikisho, littéralement le carnet de Machan. On y suit un écolier au nom éponyme à travers le Japon d'après-guerre. Un slice of life aux allures gentillettes. Ce ne sera cependant pas le succès que l'on attend de Tezuka, et il faudra attendre 1 an de plus pour que sorte Shin Takarajima. Plus connu en Occident sous le nom de la nouvelle île au trésor, le succès est immédiat avec pas moins de 400 000 exemplaires vendus. Ce qui est un record pour l'époque et qui reste un très bon chiffre de vente aujourd'hui. Tenant son inspiration des Disney et du cinéma en général, Tezuka commence à se faire un nom avec un dessin cartoonesque aux personnages rondouillards et aux grands yeux. C'est ainsi qu'avec les débuts qui pourraient faire passer Spirou pour du comics américain, la tendance manga se voit partagée par de plus en plus d'auteurs. Osamu y étant considéré comme le père, il variera les thèmes, allant de l'aventure à la romance, et le but étant toujours de divertir, garçons comme filles et adultes comme enfants. Il passera bien évidemment par la science-fiction avec son œuvre la plus connue et qui reste un incontournable, que j'ai pas lu, Astro Boy. Et si ses créations étaient et sont toujours autant appréciées, c'est que le divertissement qu'il propose reste intelligent, avec des valeurs telles que la volonté ou l'humanisme. Cependant, une décennie plus tard apparaît un mouvement s'éloignant des mœurs, le Gekiga. Avec un style plus sombre et plus mature, tant par le dessin que les thématiques abordées et le public visé, il se démarque voire même s'oppose au manga bon enfant. Le côté sombre du héros est mis en avant, et la dure réalité est imposée sans avoir à l'embellir. On peut par exemple retrouver Gen Hiroshima qui parle de la bombe, mais aussi du gouvernement japonais à cette époque, sans l'idéaliser. Des auteurs tels qu'Hirata Hirochi daignent même à se considérer non pas comme des mangaka, mais des Gekigaka, si ce terme existe.
Comme quoi le manga ne peut pas se résumer qu'à de la simple bande dessinée japonaise, c'est un poil plus compliqué. Quoi qu'il en soit, le manga et sa diversité évolueront au fil du temps, devenant de plus en plus indissociable à la culture moderne japonaise et populaire à travers le monde. Le Gekiga ayant laissé place au seinen, les auteurs et les genres affluent pour des créations de plus en plus encadrées. Le mot d'ordre est cependant toujours de divertir, et le client reste roi. En effet, si beaucoup aiment râler sur les tripotés d'animés et mangas sans saveur ou groupes ubuesques, n'oublions pas que la faute n'est pas qu'au studio, mais surtout aux spectateurs en redemandant. Et il ne faut cependant pas être sceptique, car si la tendance est au lavage de cerveau, ce n'est justement qu'une tendance, avec ses profiteurs, mais aussi ses opposants. Il y aura toujours des pépites plus intelligentes que la moyenne, suffit de chercher au-delà des rayons Carrefour et des animes saisonniers. Et puis le manga moderne étant né durant les périodes les plus sombres de ces derniers siècles, il semble normal qu'il soit plus léger aujourd'hui. Sans parler de société de consommation, il s'adapte simplement à un présent plus tranquille et apaisé. C'est juste dommage que c'est cette infime partie de l'iceberg qui reste à la surface, et qui fera forcément partir à la dérive le marin néophyte y recherchant une quelconque maturité. Cette vidéo touchant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à la partager un peu partout, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, ça y est, ça se termine comme ça. Vous êtes encore vivant, vous? Tu penses avoir réussi? Tu crois que tes belles paroles arrivent à glorifier une simple BD sans couleur, avec des héros stupides aux grands yeux et aux cheveux en pique? Donne-moi une seule explication rationnelle à ça. Écoutez, c'est juste une Une autre culture, c'est ça? Et tu crois que je vais me satisfaire d'un argument bateau comme ça? Non, et vous avez raison. C'est bien une autre culture avec des codes très différents des nôtres, mais on peut les expliquer. S'il semble agaçant d'entendre quelqu'un médire de ces codes, il est encore plus frustrant de ne pas savoir quoi lui répondre. Mais pour ce qui est du noir et blanc, bah c'était par défaut. En temps de crise, difficile d'imprimer en couleur. Et puis de toute façon, va coloriser les 20 pages que tu dois rendre en fin de semaine. Pour les grands yeux, hormis cette histoire de faire retranscrire plus facilement les émotions, ça vient pas non plus d'un complexe stupide, mais simplement de l'influence de la culture américaine. Et puis de fil en aiguille, et bah voilà. Pareil pour les coiffures, la coupe d'Astron et la base qui serait elle-même un clin d'œil aux oreilles de Mickey. Tout ça pour en venir à la conclusion que le manga est américain. Mais pas du tout. Tout ça pour en venir à la conclusion que chaque code et cliché a ses explications, qu'il faut parfois aller chercher loin, mais qui reste rationnel et compréhensible de tous. Le manga est un art qui a toujours voulu servir ou desservir la société dans laquelle il évolue. Il peut aller du divertissement sans ambition avec des valeurs simples telles que le pouvoir de l'amitié, à des approches plus philosophiques de la condition humaine. Quoi qu'il en soit, même s'il existe désormais quelques déviantes, c'est un art noble qui a su évoluer sans essayer de gommer ses restrictions du passé et ses références, mais en les appuyant pour en faire de nouvelles caractéristiques maîtrisées. Et s'il faut avouer qu'on ne vit pas forcément les heures les plus glorieuses de cet art, n'oublions pas son histoire et son but premier qui reste d'actualité, celui de divertir tout en faisant réfléchir. Chose que vous devriez faire plus souvent.